Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le débat Actu Environnement. Le président Emmanuel Macron a soufflé sa première bougie au pouvoir et l'heure est à un premier bilan. Le gouvernement fait-il marcher l'écologie? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et j'ai l'honneur de recevoir autour de cette table Anne Roubaix, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Transition écologique en marche, association qui réunit les personnes à l'origine du volet environnemental du programme d'Emmanuel Macron. Face à vous, Loïc Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Gironde, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. L'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été sans doute le signal le plus fort de ce début de quinquennat. Et les associations n'ont pas manqué de le saluer, mais il contraste avec de nombreux arbitrages gouvernementaux qui ne vont pas dans le sens de l'urgence écologique. C'est en tout cas ce que pense France Nature Environnement. La fédération, qui regroupe 3500 associations, dresse un bilan en demi-teinte. Je vous propose de l'écouter. Cette première année, le bilan pour nous, il est très mitigé. On voit très bien qu'il y a un exercice de communication qui est assez constant. La pollution de l'air. Sur beaucoup de produits phytosanitaires. Ou la disparition des nombreuses espèces menacées. Un peu en France, beaucoup à l'international. Make our planet great again. Par contre, quand on veut avoir un exercice de leadership, il faut poser des actes. Il faut que les décisions en matière d'agriculture, en matière de transport, en matière d'énergie, ça suive. Or, ça ne suit pas. Quand on regarde les décisions, les politiques concrètes, qu'elles soient budgétaires ou les décisions, les projets de loi, etc., le compte n'est pas du tout, non seulement ça, mais il y a même des régressions fortes. Notre agriculture doit réduire sa dépendance aux intrants chimiques qui polluent nos sols, nos cours d'eau et nos nappes. En agriculture, on est resté plus qu'au milieu du gué, avec une loi alimentation qui finalement intègre très peu des choses fortes et innovantes qu'il y avait dans les états généraux de l'alimentation, et notamment tout ce qui peut aller vers la transition vers l'agroécologie et la bio. Nous mettrons en place une politique d'incitation économique et de simplification des procédures, car nous devons libérer le potentiel de la transition écologique. Il y a en plus une série d'initiatives et de lois qui, sous prétexte de faciliter, libéraliser, simplifier, organisent concrètement des régressions en matière de droit de l'environnement ou de consultation du public, suppression d'enquêtes publiques, modification de la hiérarchie des normes avec des installations qui passent en déclaratif au lieu d'autorisation. Il est resté sur la prépondérance de l'économie, au lieu d'avoir une conciliation intelligente des enjeux économiques et environnementaux qui permettent vraiment d'ouvrir ce siècle à tous les enjeux auxquels on va devoir faire face. Alors, des grands chantiers en faveur de l'environnement ouverts, mais dans les actes, la priorité est plutôt, ou serait plutôt donnée aux objectifs économiques à court terme. Enfin, c'est en tout cas un peu la synthèse qu'on vient d'écouter, faite par France Nature Environnement pour cette première année de quinquennat. Alors, avant de rentrer en détail sur certaines thématiques, je vais vous demander, Loïc Prudhomme, de réagir brièvement à ce qu'on vient d'entendre. Écoutez, moi je ne peux que partager l'analyse qui a été faite par ce responsable associatif. Effectivement, il y a beaucoup de communication, on le voit depuis le début du quinquennat, mais clairement quand on cherche les actes qui ont été posés, il y a effectivement beaucoup de mal à trouver des actions fortes en faveur de l'écologie et des décisions qui vraiment actent cette transition qui est aujourd'hui une urgence absolue. Donc pas d'acte fort pour le moment. Anne Roubaix, par rapport à ce qu'on vient d'écouter? Alors je suis bien entendu en désaccord. Notre association avait déjà publié au bout de 6 mois un bilan de l'action du gouvernement en matière de transition écologique. Et dès 6 mois, nous étions à près d'un tiers des mesures qui avaient été annoncées, qui étaient déjà en cours de réalisation, voire déjà réalisées, à 6 mois. Maintenant, nous sommes à 1 an, les choses ont encore avancé par rapport aux promesses de campagne. On va y revenir en détail si vous voulez bien. Nous sommes à 1 an, les choses ont continué à avancer. En même temps, je voudrais souligner que nous sommes dans un bilan de la première année et non pas dans un bilan du quinquennat. Donc il est normal également que toutes les promesses de campagne ne soient pas engagées ou réalisées. Nous sommes dans le cours d'exercice et même au début de l'exercice avec une situation héritée dont il faut tenir compte. Alors, je vous propose qu'on parle un petit peu d'énergie. Donc, avec cette première annonce qui a été faite, déjà d'abandonner l'objectif d'atteindre donc une baisse de 50% du nucléaire en 2025, objectif qui a été plutôt reporté. Selon vous, on a reporté cet objectif parce qu'il était irréaliste, Anne Roubaix ?
Oui, c'est ce qui a été clairement dit. On est sorti de l'ambiguïté. Alors on dit bien qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, mais il fallait en sortir puisque les décrets d'application n'avaient pas été pris par le gouvernement précédent et que donc tenir ce délai était irréaliste ou alors conditionné à la réouverture de centrales à énergie fossile et donc à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Loïc Prudhomme, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment que je ne suis pas en accord, c'est un grand renoncement et dire que ce n'était pas réalisable, ça me paraît être un raccourci. Il y a de nombreux scénarios qui avaient été posés par l'ADEME mais aussi par Negawatt qui commençaient à tracer déjà la trajectoire pour sortir du nucléaire à un horizon qui est aujourd'hui 2035 et qui est parfaitement atteignable à nos yeux. Donc c'est un renoncement en fait, c'est à nouveau dire on remet ça au calendrier grec après nous, c'est-à-dire que c'est au gouvernement suivant de gérer ça. Aujourd'hui, on est en train de discuter autour du plan pluriannuel de l'énergie. On voit que la sortie du nucléaire est absolument plus dans ce plan, ni même la question des 19 réacteurs qui arrivent en fin de vie dans le quinquennat. Et ça, c'est bien une question de quinquennat. On ne parle pas de ni avant ni après. Et il n'y a pas de décisions qui ont été prises non plus sur lesquelles on ferme. Et il fallait programmer ça. Et là-dessus, le ministre comme le président ont lâché absolument l'affaire et laissent l'industrie du nucléaire continuer à prospérer dans ce pays. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est que si on n'a pas une volonté forte de réduire cette part du nucléaire, c'est qu'on ne peut pas laisser la place aux énergies renouvelables. C'est-à-dire, on ne peut pas dire... Pourtant, on a un déploiement, un vaste plan de déploiement de ces énergies renouvelables. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les experts, sans baisse du nucléaire. Non, les experts disent qu'aujourd'hui, vu comment le réseau énergétique est structuré en France, si on ne commence pas par laisser de la place, c'est-à-dire en baissant la part du nucléaire, on ne va pas pouvoir faire monter les énergies renouvelables. Donc ce n'est pas en disant on va monter tranquillement en puissance au niveau de l'énergie renouvelable que finalement le nucléaire va s'effacer. Il y a aujourd'hui des réacteurs qui sont en fin de vie, il y en a qui sont à l'arrêt pour des problèmes d'incidents, donc il faut prendre des actes forts et des décisions et dire on ne le remettra pas en route et ça laisse de la place pour des énergies renouvelables. Selon vous, Anne Roubaix, le plan de déploiement des énergies renouvelables, on a notamment noté dernièrement le relèvement de 1 gigawatt du volume annuel des appels d'offres pour le photovoltaïque, ce qui porte donc à un volume annuel à 2,45 gigawatts. Donc vous, selon vous, ça compense ? Déjà, je voudrais revenir sur les termes. Il ne s'agit pas d'un renoncement, il s'agit, comme vous l'avez très bien dit, d'un report. L'échéance de ce report va être fixée par le plan pluriannuel de l'énergie, qui n'est pas encore publié. Donc on ne peut pas en dresser le bilan. On est loin de connaître le contenu de ce plan. Nicolas Hulot a quand même confirmé que, en tout cas, on n'est pas pour tout de suite. On va vers un report, bien sûr. Mais c'est un report, ce n'est pas un renoncement. Et la condition pour pouvoir, ça sera fixé. L'échéance sera fixée dans la PPE. Mais selon vous, vous qui portez donc les idées environnementales d'Emmanuel Macron, c'est à l'ASN et à l'État de fixer cette échéance en responsabilité. Et l'élément déterminant, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est la montée en puissance des énergies renouvelables. Et pour fixer une échéance responsable, il faut lancer cette partie du plan d'investissement très conséquente qui a été prévue pour accroître la production d'énergie renouvelable, puisque je vous rappelle qu'il y a 7 milliards d'euros dans les 20 milliards consacrés à la transition écologique dans le grand plan d'investissement de 57 milliards, c'est donc une part très importante qui sera affectée justement à ce déploiement, à cette accélération, cette libération, et non pas libéralisation comme j'ai entendu dans le reportage, ne jouons pas sur les mots, cette libération des énergies renouvelables. Donc, alors si, moi je vais vous parler de la libéralisation, parce que si on parle d'énergie renouvelable, il faut parler de la première énergie renouvelable dans notre pays, qui est l'hydroélectricité, et qui aujourd'hui est remise en cause par la libéralisation du marché, qui est en discussion, qui a été posée sur la table, où on voudrait privatiser les barrages. Et là, on est vraiment sur une régression complète sur la montée en puissance des énergies renouvelables, leur place qu'elles doivent prendre dans notre façon d'aller vers du 100% renouvelable, puisque là, on va libéraliser et perdre en efficience, en efficacité de cette première source. C'est 20% de la puissance installée, 12% de la production d'énergie renouvelable aujourd'hui en France. Et donc là, on voit que, pour le coup, on parle d'actes forts. Et là, le gouvernement aurait pu dire à l'Union européenne, non, on n'ouvrira pas ce marché-là parce que c'est trop important, c'est des marchés stratégiques de l'énergie, mais aussi, je vous rappelle quand même que c'est aussi une part de notre ressource en eau. Et donc là, moi, je pense qu'il y a un acte fort qui prouve
bien que ce n'est pas la priorité de faire monter les énergies renouvelables. Parlons de l'éolien également. Il y a un souci de simplification, comme on l'a entendu. Il y a besoin d'accélérer les délais de mise en œuvre des projets d'éolien. Donc on a une simplification avec la suppression d'un niveau de juridiction pour les recours et l'accélération des délais de mise en œuvre de ces projets, qui actuellement est de 7 ans en France, alors qu'elle est entre 2 et 4 ans en Allemagne. Et donc il y a une volonté forte qui a été affirmée de faire descendre ce délai de mise en œuvre en dessous des 4 ans. Toujours avec des petits contrastes, comme par exemple la baisse du fonds chaleur. Donc on fait des mesures... Comment vous expliquez Alors, je l'explique par un énorme enjeu de la consommation énergétique. Absolument. Alors que l'État veut mettre le cap sur la baisse de cette consommation. Il faut bien voir qu'on est dans un contexte d'une première année, où on hérite d'une situation et où donc le gouvernement, dans beaucoup de ses décisions, doit répondre à une double exigence, d'abord d'assainir les comptes publics et en même temps de lancer ces investissements responsables pour la transition écologique. Et donc on est dans le « en même temps ». Et cette première année, effectivement, sur certains points, a vu donner la priorité à un assainissement des comptes publics. Il faut le reconnaître, sur le fonds chaleur, sur les agences de l'eau. Avec, donc, comme je l'ai dit, le gouvernement mise énormément sur la réduction de la consommation énergétique. Qu'en est-il du plan de rénovation énergétique des bâtiments? Est-ce que c'est à la hauteur, Loïc Prudhomme? Ça ne répond pas à l'urgence vraiment énergétique du moment. Sur ce plan-là, bâtiment en tout cas, c'est vraiment très en dessous. Il y a au moins 2 fois plus de financement qui devrait être attribué. Le plan qui a été annoncé par Nicolas Hulot est même en régression par rapport au plan de l'année précédente en termes d'argent public. Je rappelle, ce plan qui a été présenté par Jacques Mézard et Nicolas Hulot prévoit 9 milliards dans le grand plan d'investissement, 9 milliards pour l'efficacité énergétique, pour la rénovation des bâtiments, avec une part très conséquente de 4,8 milliards consacrés aux bâtiments publics de l'État et des collectivités locales, et ensuite des prêts bonifiés pour les bailleurs sociaux, et puis une part pour la NAH, pour aider à la rénovation de 375 000 logements, c'est-à-dire sur le quinquennat, la moitié des passoires thermiques. Donc on n'est pas sur 50 ans, on est sur 10 ans. Ça a été dit dès la campagne présidentielle, c'était dans les engagements du président, et ça a été inscrit dans le plan de rénovation énergétique. Je vous propose qu'on parle de climat à présent. On a eu le One Planet Summit qui a été organisé à l'initiative du président Emmanuel Macron, qui a donc tenu à affirmer son leadership, à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Est-ce que vous estimez, Loïc Prudhomme, qu'on est leader aujourd'hui dans la cause climatique ? Vous parlez du One Planet Summit, c'était vraiment l'opération de communication absolue. C'est-à-dire que là, on célébrait les pompiers pyromanes. Ils vont faire croire que la finance qui a causé tous les désordres environnementaux que l'on connaît aujourd'hui, avec un marché mondialisé, des marchandises qui traversent la planète d'un bout à l'autre, et puis on va nous dire, maintenant, c'est à vous de réparer. On s'est félicité, notamment que des grandes banques disent, voilà, on va aller vers des green bonds, etc. On va mettre des milliards, et quand on regarde, ça fait 0,2% de leur investissement qui va aller dans des green bonds. Donc, c'est de l'effet d'annonce parce que clairement, ce n'est pas la finance qui va réparer ce qu'elle a causé et qu'elle continue à causer par sa façon de fonctionner. Le capitalisme, je vous rappelle, c'est l'accumulation sans limite et au détriment des ressources naturelles, au détriment des ressources fossiles. Enfin voilà, part de l'extractivisme. Donc non, c'est pas cette... On ne peut pas dire que la France est l'arbitre pour veiller à ce que l'accord de Paris soit appliqué par les autres pays aujourd'hui. Est-ce qu'on est en bonne position ? Clairement, non. Moi, je pense que c'est des propos qui sont mis en avant et c'est de la communication. Mais on ne peut pas aujourd'hui, sans poser d'actes réels, forts, dire que sur le climat, on y est en faveur. Quand on parle de la loi hydrocarbures où on a permis aux multinationales d'avoir un droit de suite sur l'exploration, on voit aujourd'hui concrètement de quoi il en retourne. C'est que Total fait de l'exploration au large du Brésil et de la Guyane. Donc voilà, est-ce que c'est ça être le leader sur le climat ? Moi, je pense que c'est absolument le contraire. Alors, on peut quand même noter quelque chose, c'est que la promesse quand même de donner 100 milliards de dollars pour aider les pays donc, à lutter contre le réchauffement climatique n'a pas l'air d'être tenue. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a ce rôle d'arbitre à veiller à ce que l'accord soit bien appliqué ? Cette journée de One Planet Summit, je m'interroge sur la définition de l'anecdotique et de la communication. Quand la Banque mondiale annonce qu'elle ne financera plus de projets d'extraction d'énergie fossile, quand en marge de la journée d'avant, pendant la journée Finance for Tomorrow, AXA annonce qu'il n'assurera plus de projets liés au charbon,
quand 6 grands fonds d'investissement décident de s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a eu beaucoup d'autres annonces, l'ouverture d'un marché du carbone au Mexique, l'unification du marché carbone chinois. Ce n'est pas du tout, à mon sens, anecdotique. Et il y a bien un leadership de la France dans ce domaine, avec effectivement une conception évidemment qui est différente de celle défendue par M. Prudhomme. Nous pensons effectivement que les incitations financières sont importantes dans cette transition. Alors, je voudrais quand même revenir sur certains contrastes, parce qu'à travers l'interview de France Nature Environnement, ce qu'on a pu dire également par rapport aux énergies renouvelables, on a encore ce contraste. Par exemple, Nicolas Hulot, qui dans son plan climat prévoit de réduire l'impact de la consommation sur les forêts avec une stratégie nationale pour mettre fin à l'importation de produits qui contribuent à la déforestation, comme l'huile de palme. Comment ça se fait que l'État donne son feu vert pour que Total exploite une bioraffinerie sur son site de Mende, et donc qui va conduire à l'importation de plus de 300 000 tonnes d'huile de palme, ce qui fait que la France devient le premier importateur de ce produit, donc qui cause une grande déforestation en Asie. Nous parlions de situation héritée, Nicolas Hulot s'en est expliqué cette semaine. Ce projet de raffinerie de la Mède a été monté à la demande de l'État pendant le quinquennat précédent. Il s'agissait soit de fermer cette raffinerie avec 250 emplois à la clé, plus 500 emplois induits. Donc, il s'agissait de transformer cette raffinerie en une raffinerie de produits oléagineux, de passer de matières fossiles à des produits oléagineux. À la demande de l'État, donc, Total a fait plusieurs centaines de millions d'investissements de travaux pour transformer sa raffinerie, et il s'agissait de sauver ces 250 emplois. Maintenant, est-ce que l'État peut revenir sur cette demande? Non. En revanche, ce qu'a demandé Nicolas Hulot et ce qu'il a obtenu de Total, c'est l'engagement de réduire progressivement la part d'huile de palme importée dans les huiles qui vont être réduites. Donc elle va être progressivement réduite. On va au niveau européen vers une interdiction à terme des importations d'huile de palme, mais ça ne pourra être que progressif parce qu'il faut prendre en compte ces investissements. Total va faire évoluer ses équipements pour augmenter la part d'huile usagée qui vont venir en remplacement des huiles de palme. Par rapport à ce qui a été dit justement, même Nicolas Hulot l'a déclaré qu'il est souvent donc partagé dans des décisions qui vont soit sacrifier l'emploi, soit du coup... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à... C'est pas sacrifier l'emploi, en l'occurrence c'est s'affronter aux puissances financières. Dans le cas de la bioraffinerie de la Mède, c'est un scandale absolu, c'est plus de 550 000 tonnes d'huile de palme. Et alors quand vous me parlez d'huile recyclée, on sait aujourd'hui que c'est des huiles qui sont intraçables, donc on ne sait pas où elles ont été produites, par qui, et donc c'est un scandale environnemental, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares de déforestation que l'on va importer sur le territoire, et le gouvernement à un moment ne dit pas stop, et on s'arrête avec ça et on fait autre chose. C'est peanuts pour Total, c'est 270 millions d'investissements. Ils ont investi plusieurs milliards quand il a fallu fermer cette raffinerie pour la déplacer hors de France. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment, l'écologie s'arrête à la porte des multinationales. Nous, c'est ce qu'on constate. On fait des belles annonces, mais dès qu'il y a un enjeu qui s'affronte à la finance, c'est un coup de frein, voire une marche arrière. Et là, cette bioraffinerie, c'est vraiment l'exemple type de la décision qui est vraiment impossible à tenir aujourd'hui avec cette histoire d'huile de palme et de déforestation importée. Des chantages économiques, selon vous? Évidemment. Eh bien, on parle de déforestation qui nuit à la qualité de l'air. Et d'ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, y compris en France. La Commission européenne qui vient de renvoyer la France donc devant la Cour de justice pour non-respect des niveaux de pollution au dioxyde d'azote, les fameux NOx. Ce n'est pas la première fois donc, que la France a été rappelée à l'ordre. On n'aurait pas des plans à la hauteur. Comment ça se fait? Est-ce que là, on est en train de changer de cap? Je le pense, tout simplement parce que, par exemple, les ventes de véhicules diesel, pour la première fois en 2017, sont passées en dessous de la barre des 50%. On est à 47%, avec un passé de plusieurs décennies d'encouragement de ces véhicules diesel. Donc les Français ont été incités à posséder des véhicules diesel. On ne change pas les choses d'un claquement de doigts. Il y a une transition à assurer. Et puis, il y a eu un choix de compenser une baisse de la fiscalité sur le travail par une hausse de la fiscalité écologique. Et dans cette hausse de la fiscalité écologique, on pourra évoquer d'autres points tout à l'heure, mais il y a d'abord le rattrapage des taxes sur le diesel par rapport à celle de l'essence, et on constate une augmentation de presque 4 € sur un plein de 50 litres de gasoil
Donc on a bien un effort pour abaisser la consommation, la circulation des véhicules polluants. Et on a la réaffirmation de la volonté de cesser entièrement la commercialisation des véhicules thermiques en 2040. Ça a été suffisant. Et par ailleurs, j'allais vous dire, madame est bien peu exigeante, puisque sur les taxes sur les carburants, on voit que les transporteurs routiers, qui sont les premiers émetteurs en termes de particules fines et de pollution de l'air, quand on a proposé, nous, que les exemptions de TICPE soient arrêtées, donc ça a été refusé. Et c'est la même chose sur le kérosène aérien, qui aujourd'hui est entièrement défiscalisé. Donc on voit bien qu'on ne peut pas satisfaire de ça. Et je voudrais quand même faire un parallèle avec le transport routier. Et aujourd'hui, quelle est la vision d'avenir et la vision de la transition qu'a ce gouvernement quand il est en train de démanteler la SNCF, alors que c'est une alternative pour sortir les camions des routes, c'était des alternatives pour désengorger aussi les grandes métropoles, puisqu'aujourd'hui les trains de proximité sont très en difficulté et que ce n'est pas en démantelant la SNCF et en la livrant à la concurrence que l'on va permettre cette transition-là. Donc il y a des enjeux qui sont globaux, il ne faut pas regarder ça. Vous pensez que ce gouvernement privilégie la route? Clairement, les investissements routiers qui ont déjà été, par les gouvernements qui se sont succédés, jusqu'à 6 fois plus élevés que l'investissement dans le réseau ferré, mais ça continue, on est sur la même logique et on ne voit pas de réorientation sur d'autres modes de transport, sur comment on fait du report modal, comment on privilégie le vélo, le train plutôt que la voiture, comment on sort les marchandises. Alors il y a eu un plan vélo qui a été fait, par contre les fonds sont encore attendus, les associations ont lancé un appel. Pour 200 millions par an. Et la loi mobilité, on en refera le bilan quand on en connaîtra le contenu. Alors il y a eu les assises de la mobilité. Voilà, absolument, mais les assises c'était la consultation, on ne connaît pas encore le contenu des décisions. Non, mais le nouveau pacte ferroviaire, on en connaît vraiment aujourd'hui les contours. Et pour moi, ça ne va pas dans le bon sens du tout. S'il y a bien un moyen de transport qui est économe en CO2 et en pollution, c'est bien le faire. Donc, on est bien d'accord, mais il faut redresser cette entreprise. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que, par exemple, le fret ferroviaire n'a pas connu Il a périclité quand on l'a quand on a ouvert la concurrence en 2006. Et donc voilà, nous, on défend un autre modèle pour relancer. Oui, bien sûr, il faut réformer la SNCF, il faut lui donner les moyens de fonctionner correctement. Donc il faut que, c'est ce que je dis, l'État réinvestisse le fer et pas seulement la route, parce que c'est une nécessité, une urgence absolue en termes de qualité de l'air et de santé publique, parce que quand on parle de qualité de l'air, je vous rappelle, c'est 48 000 morts quand même par an dans l'Union européenne pour ces problématiques-là. Donc il serait temps de s'en saisir. C'est 7 millions de morts au niveau mondial, c'est au-delà des épidémies qu'on a connues, des grandes pandémies. Donc il est temps aujourd'hui de s'en saisir. Vous avez évoqué le point. Ce qui importe, c'est surtout d'aider les personnes les plus modestes qui ont des véhicules très anciens et donc très polluants à changer de véhicule. Et donc on a maintenu et créé des aides pour le changement de véhicule. Pour inciter au report modal. Mais ça, on verra, puisque la loi mobilité, elle n'est pas encore connue. On en rediscutera. Il y a par ailleurs beaucoup d'investissements, d'encouragement à l'innovation sur différents sujets, en particulier le véhicule autonome, qui est un enjeu pour l'avenir, qui va changer fondamentalement le rapport à la mobilité en mettant fin, probablement à plus brève échéance qu'on ne croit, à la possession de la voiture individuelle. Le véhicule autonome, pour moi, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on est en train de réinventer les voitures qui vont se suivre les unes derrière les autres. Moi, j'appelle ça un train. Donc je pense que voilà, si vous voulez faire la révolution, regardez ce qui existe, on l'a déjà inventé. Alors, je vous propose qu'on parle à présent de biodiversité, de la biodiversité qui a été quand même assez absente donc, du début de ce quinquennat, alors que Nicolas Hulot voulait donc la mettre au centre de son action politique. On a eu en revanche cette décision d'abandonner le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes de Nantes. C'est un signal fort, Loïc Prudhomme. Écoutez, au regard des dernières actualités, c'est carrément décevant. Bien sûr qu'il fallait l'abandonner, cet aéroport. Moi, je m'en réjouis. C'était quand même une zone, nous on appelait cette ZAD une zone d'agriculture durable. C'était aussi comment on dessine un autre modèle agricole. Sauf qu'aujourd'hui, on voit par la volonté qui a été affirmée, affichée avec force policière, de ne pas permettre à cette alternative agricole de se mettre en place, de se développer, de retrouver un cadre légal, on va dire. Donc ça, pour moi, c'est la négation qu'il doit y avoir
à notre modèle agricole. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Les projets individuels ont été déposés. Il s'agissait d'avoir des projets qui étaient justement réalisés dans la légalité. Vous l'avez dit, c'est exactement ça. Non, mais le gouvernement, on a plusieurs dizaines de projets qui ont été déposés. C'est justement ce qu'il ne veut pas reconnaître, c'est que la transition agricole, ce n'est pas des projets individuels. C'était un écosystème complet, avec des circuits courts, locaux, avec des artisans sur place qui transformaient, avec du savoir qui était partagé. Et aujourd'hui, les seuls projets qui ont été validés, c'est l'agriculteur classique, enfin un projet individuel, je cultive mon champ. Mais de tout temps, madame, de tout temps, l'agriculture a été une affaire collective. Je peux vous reparler de la création des On ne va pas parler de l'avenir des terres de Notre-Dame-des-Landes tout de suite, c'est un débat à part entière. Je voudrais qu'on parle de biodiversité. On a cette loi Élan, donc pour projet de loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement, qui comporte quand même pas mal de volets qui sont en contradiction avec la protection de la nature, parce que c'est un projet qui a pour but d'accélérer les projets urbains, de lever les freins, donc de réduire les recours. Et beaucoup d'acteurs de l'environnement, comme les gestionnaires d'espaces naturels, parlent de politique en totale incohérence avec la protection de la nature. Anne Roubaix, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'on puisse donc mettre le cap sur cette levée de freins pour accélérer l'urbanisation, alors qu'on est en train de lutter contre l'artificialisation des sols? Je voudrais rappeler que dans les zones dites détendues, la priorité est donnée à la rénovation de l'ancien et à l'acquisition. On encourage l'acquisition de biens existants plutôt que la construction. Donc ça, c'est bien dans un but de réduire l'artificialisation des sols. Par ailleurs, je voudrais insister sur un point. La politique de Nicolas Hulot, elle s'appuyait sur 2 piliers, dès le départ, qui étaient le plan climat et le plan biodiversité. La première année a été consacrée essentiellement à la mise en œuvre des annonces du plan climat. Et on entre, depuis la semaine dernière, dans la préparation, avec une consultation du plan biodiversité. Donc on en est au tout début. Voilà, le plan biodiversité qui n'a donc finalement pas été annoncé tout de suite, qui sera annoncé à l'issue d'une consultation, parce que c'est la méthode du gouvernement, c'est la méthode... Est-ce qu'on est à la hauteur de l'urgence? Parce que ces dernières années, on a eu des études très nombreuses sur le déclin massif de la biodiversité. Est-ce qu'on est à la hauteur, franchement? On est absolument. Je crois que Nicolas Hulot est le premier à être conscient de l'urgence, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit, et c'est ce sur quoi je voulais insister, il est dans l'ADN, comme on dit, du mouvement En Marche et de la démarche du gouvernement, de la méthode du gouvernement, de commencer toujours, et ça depuis la grande marche qui a préparé la campagne d'Emmanuel Macron, de commencer par écouter pour impliquer tous les acteurs de la société, y compris la société civile et les citoyens. Donc pour le plan biodiversité comme pour les assises de l'eau, etc., on commence par une grande consultation et ensuite on va fixer une feuille de route. Loïc Prudhomme. C'est un enjeu majeur, 60 000 hectares par an qui disparaissent sous le béton. Concrètement, puisqu'on parlait entre la communication et les actions qui sont posées, aujourd'hui il y a Europa City, ce projet immobilier pharaonique aux portes de Paris qui avait été... dont la déclaration d'utilité publique est tombée, et il y a un appel qui a été posé. Et l'État a fait appel de cette décision. Donc moi j'appelle ça un acte fort, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut, artificialiser les sols ou permettre une agriculture paysanne sur cette partie du territoire. Ça c'est la première chose. Sur la biodiversité, plus particulièrement, il y a une alerte qui a été lancée, et qui est lancée depuis maintenant plusieurs mois, mais qui s'accélère sur la mortalité des abeilles. Et on a vu la réponse extraordinaire quand même du ministre Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, et sans que Nicolas Hulot n'ait trouvé à redire, qui dit que écoutez, la mortalité massive des abeilles n'est pas avérée, alors que tous les scientifiques et les observateurs le disent. Donc ça veut dire qu'on est dans un déni de la réalité aujourd'hui de l'urgence à sauver la biodiversité. Et sur ce registre-là, de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, il faut que l'on parle de l'utilisation massive des pesticides et des molécules qui ont été pointées comme étant responsables. Je parle ici du glyphosate. Le gouvernement a reculé aussi là-dessus. Il disait on va arrêter dans 3 ans, on va sortir du glyphosate. Aujourd'hui, on s'arrêtera quand on y pensera au calendrier grec, quand l'ANSES voudra bien refaire une évaluation. Alors, on peut toujours dire oui, la biodiversité, on va faire un plan, on va consulter, etc. Mais quand il y a des actes qui sont imposés, on voit quels sont les actes qui sont posés. Simplement. Bon, plusieurs choses. Sur les néonicotinoïdes, l'Europe s'est engagée à les interdire et l'interdiction, 3 molécules. Il en reste tellement d'autres, et le sulfoflaxor qui n'a pas été interdit. Le ministre Stéphane Travert s'est dit favorable à ce qu'on interdise d'autres molécules proches. Non, mais moi aussi, je peux me dire favorable à plein de choses. Après, il faut... Ça, c'est la première chose. Donc, l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, elle est actée au niveau européen et aussi dans le projet de loi. Sur le glyphosate, le président de la République
a pris l'engagement d'une interdiction sous 3 ans dans le cas où il existe des alternatives crédibles. Cet engagement, il sera tenu. Effectivement, la France Insoumise avait déposé un amendement pour une interdiction immédiate, ce qui est irresponsable à l'égard d'un certain nombre d'agriculteurs qui pourraient se trouver dans des situations d'impasse technique. Donc, effectivement, des députés de la majorité, Mathieu Orphelin en particulier, a déposé un autre amendement pour justement cette interdiction en 3 ans, dans le cas où il existe des alternatives crédibles. Mais les alternatives crédibles, elles existent déjà aujourd'hui. Que dites-vous à tous ces maraîchers, à tous ces agriculteurs qui travaillent sur de l'agriculture sans intrants chimiques? Donc les alternatives, non seulement elles existent, oui, elles sont mises en œuvre, absolument, elles ont prouvé leur efficacité au niveau environnemental, mais au niveau du revenu et du sens que ça donne au métier des agriculteurs. Il faut laisser un peu plus de temps aux agriculteurs qui sont dans des situations d'impasse. Il ne faut pas nous faire croire que les alternatives n'existent pas. Alors non, en ce moment, donc, il y a justement le projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation donc, qui est étudié. On a notamment donc, ce passage à 15% de surface agricole bio, alors qu'on est à 6% aujourd'hui. Il y a aussi donc, ce projet d'aboutir à 50% de produits bio ou écologiques dans la restauration collective d'ici la fin du quinquennat. On a le ministre de l'Agriculture donc, qui parle de ce texte comme inaugurant un vrai changement de paradigme. Loïc Prudhomme, vous qui avez assisté donc, au débat, qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas un changement de paradigme. On accompagne timidement ce que la demande sociétale réclame à corps et à cri, c'est-à-dire la bifurcation vers de l'alimentation bio, notamment dans les cantines. Alors vous parlez de 50% de bio ou label équivalent, ce qui veut dire que quand on regarde factuellement de quoi il s'agit, c'est des labels, le label rouge, alors par exemple sur le porc, 20% de bio. Le label rouge c'est autre chose. Donc ce qui réduit effectivement, on n'est pas à 50% de bio et label équivalent. Quand on regarde précisément, il y aura 20% de bio dans les cantines, ce qui reste 80% quand même d'agriculture et d'alimentation industrielle. 50% de produits bio ou de locaux, qualité ou écologiques. Ou de qualité. Voilà, le 50%, ça comprend ces 3 volets. Ou de labels, mais des labels qui n'ont pas d'impact, enfin il n'y a pas de cahier des charges environnemental. Un cochon label rouge, à part la durée d'élevage, vous pouvez l'élever avec des tourteaux de soja de la même façon que le cochon qui n'a pas le label rouge. Donc c'est une manière encore de nous faire croire que c'est 50% de quelque chose. Non, quand on regarde factuellement, c'est 20% de bio, le reste, c'est un maelstrom de plein de labels, dont certains ont une validité, comme le label HVE niveau 3, mais dont d'autres n'ont absolument pas assez de visibilité. Alors, mais je voudrais rappeler pas d'impact. Un mot quand même des modes de production agricole aussi. Je voudrais ajouter quand même que la Fédération nationale de l'agriculture biologique a publié un article se félicitant d'un financement à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il a été annoncé un plan de 1,1 milliard d'euros pour le soutien à l'agriculture biologique. J'ai tendance à croire que le premier acteur concerné qui se satisfait d'un investissement à la hauteur de l'enjeu, je cite, sait de quoi il parle. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions et je vais maintenant appeler notre rédactrice en chef, Florence Roussel, pour une petite réaction à ce débat. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les sujets que vous avez abordés autour de cette table. Ils ont été nombreux. Moi, j'aimerais revenir sur la forme. On a parlé beaucoup du fond des décisions, mais au niveau de la méthode, on a évoqué un petit peu le sujet avec vous. C'est vrai que depuis 1 an, on a des états généraux de l'alimentation, on a des assises de l'eau qui viennent de se lancer, on a énormément de consultations sur des plans, rénovation du bâtiment, feuille de route économie circulaire. Certains acteurs ont plutôt l'impression d'être occupés, d'être un petit peu, on leur donne un os à ronger plutôt que d'une vraie consultation, puisque au final, parfois, la déception est au rendez-vous. Les plans ne sont pas à la hauteur. Qu'en pensez-vous ? C'est une excellente question. J'ai eu à discuter justement au sujet des états généraux de l'alimentation et du projet de loi qui est porté avec des acteurs qui se sont impliqués pendant des dizaines ou des centaines d'heures sur les 13 ou 14 ateliers qu'il y avait dans ces états généraux et qui aujourd'hui disent on ne retrouve pas dans ce projet de loi ce qui a été discuté dans ces états généraux. Donc oui, il y a peut-être sans doute une volonté, en tout cas d'occuper, je ne sais pas si c'est aussi cynique que ça, mais en tout cas de communiquer sur le fait on aurait consulté largement tous les acteurs sur un sujet particulier, mais qui de fait ne se traduit pas par des actes politiques dans les lois qui sont proposées au Parlement aujourd'hui. Alors ça peut être aussi, je pense, un point de vue, ça peut être une méthode qui peut être un peu différente de ce qui a pu être fait dans d'autres gouvernements. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force de consulter sans répondre aux attentes, la déception, voire carrément l'agacement, s'en ressente ?
Je redis que nous ne sommes qu'à la fin de la première année, que ces consultations, elles sont extrêmement riches, elles sont très nombreuses et très ouvertes, et que le premier enjeu, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs de la société. Ça me semble très important de donner la possibilité à tous les citoyens et à tous les acteurs associatifs, etc., de s'impliquer et de formaliser leurs idées. Et évidemment, il y aura ce qu'on appelle un programme V2, c'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent pas là. On a des premières feuilles de route qui sortent, mais il reste 4 ans et il va bien falloir alimenter l'action de ces 4 années et elles vont se fonder sur ces travaux qui ont été amorcés et qui ne sont que le début de la réflexion. Merci beaucoup Loïc Prudhomme, merci Anne Roumbé, merci Florence Roussel. On se donnera peut-être rendez-vous dans 4 ans pour faire ce même débat, pour faire le vrai bilan. Je remercie les internautes de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.